Qu'est-ce qu'on détruit exactement quand on brûle quelqu'un vivant? Pas le corps, ça c'est évident, c'est le but déclaré. C'est ce pourquoi on a commandé le bois, compté les fagots, choisi la place publique. Mais le procès de Rouen n'avait pas été conçu pour tuer Jeanne d'Arc. Il avait été conçu pour quelque chose de plus ambitieux et de plus lâche à la fois. L'effacer. Transformer une victoire militaire en aveu d'hérésie, un étendard en preuve de démence, une fille qui avait mis un roi sur son trône en une créature que l'Église elle-même répudiait. Et pourtant, 89 ans plus tard, c'est cette même Église qui cassait son propre verdict. Et 489 ans après sa mort, elle la déclarait sainte. Voilà la question que ce documentaire explore. Pas le mythe, pas l'icône sur les vitraux, les cheveux courts, l'étendard blanc. Ce qui s'est réellement passé, dans les champs de boue normande, dans la cellule de Rouen, dans les flammes du vieux marché. Et surtout, ce que ça coûte de faire de la foi une arme, puis de brûler la personne qui la portait. On commence à la fin, parce que la fin contient tout. Le 30 mai 1431, la place du Vieux Marché à Rouen est noire de monde. Les chroniqueurs parlent de 800 soldats anglais déployés pour contenir la foule. Et ce chiffre, si on s'y arrête une seconde, est extraordinaire. 800 soldats. Pour une exécution. Pour une fille de 19 ans qu'on a officiellement déclarée hérétique, relapse et abandonnée à la justice séculière. On n'aligne pas 800 soldats pour contenir la folle autour d'une folle inoffensive. On les aligne quand on a peur. Peur de la foule, peur de ce qu'elle pourrait faire, peur peut-être de ce que représente ce qu'on s'apprête à accomplir. Le bûcher a été construit plus haut que d'ordinaire, exprès, pour qu'elle soit visible de tous les points de la place, et pour que les flammes aient du chemin à faire avant de monter jusqu'à elle. Ce détail, la hauteur du bûcher, n'est pas dans tous les récits. Il est dans les dépositions du procès de révision, recueillies 25 ans plus tard auprès de témoins qui étaient présents. Des hommes qui avaient regardé, et qui, 25 ans après, se souvenaient encore de la hauteur du bûcher. Elle arrive sur la place enchaînée, une mitre de papier sur la tête. C'est la pratique pour les condamnés pour hérésie, une coiffe ridicule sur laquelle on inscrit les crimes. Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Ces 4 mots. Sur sa tête. Pour que tout le monde lise. On lui lit sa sentence à voix haute. Les chroniques rapportent qu'elle pleure. Pas de façon spectaculaire, pas les sanglots théâtraux qu'on l'imaginerait dans un opéra ou sur une toile du XIXe siècle. Elle pleure comme quelqu'un qui comprend ce qui va se passer et qui n'a plus les moyens de l'empêcher. Un pleur silencieux, discret, de quelqu'un d'épuisé. Elle demande une croix. Ce moment, cette demande, a quelque chose qui coupe le souffle si on le laisse résonner. Elle est enchaînée sur un bûcher construit exprès pour la tuer lentement, entourée de 800 soldats ennemis, condamnés par l'institution au nom de laquelle elle a tout fait, et ce qu'elle demande, c'est une croix. Un soldat anglais, on ne connaît pas son nom, les sources ne le conservent pas, lui fabrique une croix avec 2 morceaux de bois. Elle la presse contre sa poitrine. Un prêtre du nom de Jean Massieu, qui était présent et qui a déposé au procès en nullité, raconte qu'il est allé chercher une croix de procession dans l'église Saint-Sauveur voisine, pour qu'elle puisse la voir depuis le bûcher, pour qu'elle ait quelque chose à fixer pendant ce qui allait suivre. Ces 2 gestes, le soldat ennemi qui taille une croix, le prêtre qui court chercher une vraie, sont parmi les rares actes de compassion de cette journée. Ils viennent des plus petits. Ils viennent de ceux qui n'avaient pas décidé. Et puis les flammes. Les témoignages sur ces derniers mots divergent, ce qui est attendu, normal, presque inévitable. La place est immense. Le feu crépite et rugit. La fumée monte. La peur et la distance déforment les perceptions. Mais plusieurs témoins indépendants, déposant à des années de distance les uns des autres, sans possibilité de coordination, reviennent tous sur un point commun. Elle crie le nom de Jésus. Répété. Plusieurs fois. Jusqu'à ce que la fumée l'atteigne avant les flammes, parce que c'est presque toujours comme ça que ça se passe sur un bûcher construit pour brûler lentement. La fumée asphyxie avant que le feu carbonise. Ce n'est pas une consolation, c'est juste la mécanique de la chose. Le bourreau s'appelait Geoffroy Thierge. Il a déclaré,
et cette déclaration a été conservée dans les archives du procès de révision, qu'il craignait d'être damné pour ce qu'il avait fait ce jour-là. Un homme dont c'est le métier, un professionnel des exécutions publiques, sort de cette place-là convaincu d'avoir commis une faute irréparable. Un soldat anglais, anonyme dans les sources, comme souvent les gens qui disent des choses vraies dans l'histoire, sort de la place en répétant autour de lui qu'ils ont brûlé une sainte. Ces deux témoignages ne sont pas des légendes pieuses cousues après coup pour embellir le récit. Ils apparaissent dans des dépositions juridiques formelles, sous serment, recueillis auprès de gens qui n'avaient aucun intérêt à se montrer compatissants, des hommes qui, pour certains d'entre eux, avaient participé de près ou de loin à la procédure qui avait mené à ce bûcher. Après la mort, les autorités anglaises ordonnent de brûler le corps une deuxième fois. Puis ce qui reste est brûlé encore, une troisième incendie, pour les eaux. Les cendres sont jetées dans la Seine. Cette décision est légale, réglementaire, conforme à la pratique pour les condamnés pour hérésie dont on veut éviter que le corps devienne une relique. Mais elle est aussi un aveu magnifique de la peur qu'elle inspire encore morte. On ne brûle pas 3 fois quelqu'un d'inoffensif. On ne jette pas ses cendres dans un fleuve pour rien. Voilà le point d'arrivée. Maintenant, il faut comprendre le chemin. La France de 1412, l'année probable de la naissance de Jeanne, et l'incertitude sur cette date est elle-même significative, on y reviendra, n'est pas vraiment la France. Elle l'est sur les cartes des chancelleries, dans les formulaires diplomatiques, dans l'esprit des clercs qui pensent en catégories juridiques, mais dans les faits, sur le terrain, dans les villages, c'est un territoire ouvert et saignant que personne ne contrôle vraiment. La guerre de 100 ans, le nom est une invention des historiens du XIXe siècle, les gens qui la vivaient ne savaient évidemment pas que ça durerait 116 ans, n'est pas une guerre propre, avec des lignes de front stabilisées et des règles du jeu claires. C'est une série de crises qui se superposent, des batailles catastrophiques pour la France, des trêves qui ne durent jamais assez, des épidémies de peste qui reviennent tous les 10 ans, des famines, des bandes de soldats démobilisés, les routiers, qui pillent les campagnes pendant les pauses entre les conflits officiels, parfois plus brutalement que pendant les combats eux-mêmes. Domrémy, le village de Jeanne, est un point sur la carte de la Meuse, dans ce qu'on appelait alors le duché de Bar, à la frontière entre la zone d'influence bourguignonne et les terres qui restent vaguement fidèles au dauphin. Petit village, quelques dizaines de familles, une église, des champs, la rivière, le bois à côté. La guerre n'est pas abstraite là-bas. En 1428, l'année où Jeanne commence vraiment à agir, le village de Domrémy est attaqué et partiellement brûlé par des troupes bourguignonnes. Les habitants fuient, ils reviennent. La vie continue comme elle peut. Les parents de Jeanne s'appellent Jacques d'Arc et Isabelle Romée. Et là, une précision s'impose. En fait, c'est même plus qu'une précision, c'est une correction d'un préjugé très répandu. Elle s'appelait d'Arc. Sans apostrophe, sans particules nobiliaires, juste d'Arc. La graphie d'Arc, avec l'apostrophe qui suggère une origine aristocratique, ne s'est imposée qu'après sa mort, progressivement, dans le cadre du processus de réhabilitation et d'ennoblissement symbolique qui a transformé une paysanne de Meuse en héroïne nationale. Du vivant de Jeanne, dans les documents contemporains, c'est d'Arc ou d'Ar, ou même la Pucelle d'Orléans, parce que son prénom de famille comptait moins que ce qu'elle était devenue. Son père, Jacques, gère les affaires communales du village. Il est doyen, une fonction qui ressemble à ce qu'on appellerait aujourd'hui un représentant des habitants auprès des autorités supérieures. Ce n'est pas un serf, ce n'est pas non plus un notable. Il est à mi-chemin, dans cette catégorie de paysans aisés qui ont de quoi manger, qui louent des terres, qui ont un statut dans leur communauté, mais qui restent exposés à tout ce qu'un village peut subir quand la guerre passe. Isabelle Romée, le surnom Romée désigne quelqu'un qui a fait le pèlerinage de Rome, ce qui dit quelque chose sur la dévotion de la famille, est décrite par tous les témoins de l'enquête sur l'enfance de Jeanne comme une femme profondément pieuse, qui a transmis à ses enfants les prières, les offices, le cadre mental d'une foi catholique quotidienne et sincère. Jeanne est la 3e ou 4e enfant, là encore les sources ne s'accordent pas complètement. Elle grandit comme les autres filles de son milieu. Elle file, elle garde les animaux, elle apprend à coudre. Les témoins de son village, interrogés 20 ans après sa mort lors de l'enquête préliminaire au procès en nullité, sont étonnamment unanimes sur un point. Elle était normale.
Pieuse, certes. Elle aimait l'Église, elle se confessait souvent. Mais normale. Pas excentrique. Pas solitaire dans son coin à avoir des visions. Normale. Et puis, vers l'âge de 13 ans, selon ses propres déclarations au procès de Rouen, elle entend une voix pour la première fois. C'est l'été, il fait chaud, elle est dans le jardin de son père. La voix vient de la droite, du côté de l'église, avec une lumière. Elle a peur. Puis la voix revient, et elle comprend, elle dit qu'elle a compris, que c'est la voix de Saint Michel. Ce qu'elle fait ensuite est fascinant et souvent sous-estimé. Elle n'en parle à personne. Pendant 2 ans. Elle continue sa vie ordinaire, ses tâches, ses journées. Elle tient ça pour elle. Ce silence de 2 ans dit quelque chose d'important sur son caractère. Ce n'est pas quelqu'un qui court partager ses expériences, qui cherche l'attention, qui construit une mise en scène. Elle attend, elle écoute, elle réfléchit. Et ce n'est qu'à 15 ans qu'elle commence à en parler, timidement, à quelques proches, dont son cousin Durand Laxart, qui jouera un rôle pratique dans sa première tentative de contacter les autorités militaires. La réaction de sa famille quand la nouvelle finit par circuler n'est pas celle qu'on imagine dans les icônes. Son père dit, selon ses propres mots rapportés lors du procès de Rouen par Jeanne elle-même, que si jamais sa fille voulait rejoindre les soldats, il préférerait la noyer de sa propre main. Et si lui ne le faisait pas, ses frères le feraient. C'est brutal. C'est un père qui a peur pour sa fille, qui connaît ce qu'il arrive aux femmes dans les camps militaires, qui vit dans un monde où une fille non mariée qui part avec des soldats ne revient pas, ou revient défigurée par ce qu'elle a vécu. Sa violence verbale est celle de la peur paternelle dans un monde sans protection pour les femmes seules. Elle part quand même. Et ce départ, cette décision de partir contre la volonté explicite de son père, contre le sens commun de son époque, contre tout ce que sa naissance et son sexe lui interdisaient, est peut-être l'acte le plus radical de toute cette histoire. Avant les batailles, avant le sacre, avant les flammes. C'est là, dans ce village de Domrémy, qu'une fille de 16 ans décide que ce qu'elle entend compte plus que ce qu'on lui interdit. Ce qu'elle dit entendre mérite qu'on s'y attarde sérieusement, sans condescendance et sans naïveté. Pendant les mois que dure le procès de Rouen, Jeanne est questionnée sur ses voix de façon obsessionnelle, répétée, par des dizaines de théologiens différents, dans des sessions espacées de plusieurs jours, sous des angles variés, avec des questions pièges reformulées de session en session pour voir si ses réponses changent, si elle se contredit, si une fissure apparaît dans laquelle il pourrait glisser une accusation solide. Elle ne change pas. Voilà ce qu'elle dit et ce qu'elle répète à l'identique au fil des semaines. Elle entend 3 voix. Saint Michel d'abord, le premier, l'archange guerrier, celui qui lui apprend ce qu'elle doit faire. Puis Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche. Ces 2-là lui apparaissent aussi sous forme visible, avec des visages, des couronnes, des vêtements. Elles sentent bon. La lumière qui les accompagne est plus brillante que le soleil. Les psychiatres du XXe siècle se sont jetés sur ce matériau avec un appétit qu'on peut comprendre. Schizophrénie paranoïde, épilepsie du lobe temporal qui peut produire des hallucinations auditives et visuelles accompagnées d'une sensation de présence divine et d'une odeur caractéristique. Psychose mystique, tuberculose cérébrale, suggèrent certains. Ces hypothèses diagnostiques rétrospectives ont le mérite d'exister et l'inconvénient d'être, dans le meilleur des cas, invérifiables, et dans le pire des cas, totalement anachroniques. Projeter les catégories nosographiques du DSM-5 sur une paysanne du XVe siècle revient à essayer de lire un poème médiéval avec un dictionnaire de chimie. L'outil ne correspond pas à l'objet. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce débat sur la nature clinique des voix rate complètement la question historique réelle. Parce que la question historique n'est pas « entendait-elle vraiment des voix ?» La question est « comment une fille de 16 ans, sans éducation militaire d'aucune sorte, sans réseau politique, sans argent, sans titre, sans nom connu, a-t-elle réussi à convaincre successivement un capitaine de garnison méfiant, un prince royal en position de faiblesse politique extrême, des théologiens professionnels mandatés pour la disqualifier et une armée de soldats aguerris qui avaient toutes les raisons du monde de se moquer d'elle. Comment ?
La réponse à cette question ne passe pas par les voix. Elle passe par Jeanne. Par ce qu'elle était, ce qu'elle dégageait, ce qu'elle savait faire avec les gens qui étaient en face d'elle. Et pour comprendre ça, il faut la suivre dans sa première vraie épreuve. Non pas le bûcher, non pas le procès, mais la première fois qu'elle frappe à la porte d'un homme qui a tous les pouvoirs de la renvoyer chez ses parents et toutes les raisons de le faire. Robert de Baudricourt est capitaine de Vaucouleurs. C'est une forteresse tenue pour le dauphin, à quelques lieues de Domrémy, une des places fortes loyalistes dans une région où les frontières politiques sont poreuses et dangereuses. Baudricourt n'est pas un idéaliste, c'est un soldat pragmatique, un homme qui a survécu dans un contexte militaire et politique difficile en prenant des décisions sensées. Jeanne se présente à lui une première fois en 1428, accompagnée de son cousin Durand Laxart. Elle lui dit qu'elle doit aller voir le dauphin, qu'elle doit lever le siège d'Orléans, que c'est Dieu qui le lui commande. Baudricourt la renvoie chez son père, en lui disant, selon la tradition, qu'on devrait gifler son cousin pour l'avoir amené là. Elle revient. Plusieurs mois plus tard, en janvier 1429, au milieu de l'hiver. Elle est revenue à Domrémy entre les deux visites, elle a attendu et elle est revenue. Cette ténacité, cette capacité à encaisser un refus humiliant et à repartir de zéro, est une des caractéristiques les plus constantes de ce qu'on peut reconstituer du caractère de Jeanne. Elle ne plaide pas, elle n'implore pas. Elle revient et elle redite la même chose, avec la même certitude. La deuxième fois, quelque chose dans l'entrevue avec Baudricourt est différent. On ne sait pas exactement ce qu'elle lui dit. Les sources sur le contenu précis de cet entretien sont fragmentaires. Mais il lui donne une escorte de 6 hommes, des vêtements d'homme pour le voyage, une lettre d'introduction pour le dauphin et sa bénédiction. Ce retournement chez un homme aussi pragmatique que Baudricourt est l'un des premiers signes de quelque chose qu'on retrouvera tout au long de la vie de Jeanne. Sa capacité à modifier le comportement de gens qui n'avaient aucune raison rationnelle de changer d'avis. Le voyage de Vaucouleurs à Chinon dure 11 jours, en hiver, à travers un territoire en grande partie sous contrôle bourguignon ou anglais. De nuit, souvent, pour éviter les rencontres. Elle est avec 6 hommes qu'elle ne connaît pas. Elle arrive à Chinon. Ce voyage seul serait une prouesse logistique pour un soldat expérimenté. Elle le fait à 16 ans, pour la première fois loin de son village, sans expérience du monde militaire. Elle arrive. Et c'est là que l'histoire bascule vraiment. Chinon est une ville de cour. Ça veut dire qu'elle est peuplée d'hommes qui ont survécu politiquement en devinant avant tout le monde dans quel sens allait souffler le vent, en flattant les bonnes personnes au bon moment, en sabotant les mauvais au bon moment aussi. Le château domine la ville depuis ses falaises de tuffeau, et dedans, le dauphin Charles, on l'appelle encore le dauphin parce que son couronnement à Reims est précisément ce qui lui manque pour être roi de France à part entière, flotte dans une situation politique qui frise le catastrophique. Sa légitimité est contestée depuis 1420. Le traité de Troyes, signé par sa propre mère, Isabeau de Bavière avec les Anglais, l'a déclaré bâtard et exclu de la succession. Sa propre mère. Ce détail a quelque chose de sidérant qu'on laisse souvent glisser trop vite. La reine de France a signé un traité international affirmant que le prince héritier n'était pas le fils du roi, que son propre fils était illégitime. Pour des raisons qui mêlent la politique dynastique et, selon certains chroniqueurs qui ne mâchaient pas leurs mots, des rumeurs sur la fidélité conjugale d'Isabeau que personne ne peut ni confirmer ni infirmer avec certitude 500 ans après, Charles a grandi avec ça, avec le doute sur sa propre naissance, légitimé par sa propre mère, inscrit dans un traité que toute l'Europe a ratifié. Ajoutez à ça qu'Orléans est assiégé depuis octobre 1428 par les forces anglaises et bourguignonnes. Orléans, c'est la clé de voûte de la résistance armagnaque au sud de la Loire. Si Orléans tombe, la route vers le centre du royaume est ouverte, et avec elle, toute possibilité de résistance organisée. Les conseillers de Charles le savent. Charles le sait. Et pour l'instant, ni les négociations diplomatiques, ni les renforts militaires n'ont réussi à briser le siège. L'argent manque, les alliés sont épuisés. L'espoir est une marchandise rare à Chinon, en ce début d'année 1429. C'est dans ce contexte qu'arrive Jeanne. La cour délibère pendant 2 jours sur l'opportunité de la recevoir. Ce n'est pas anodin.
Une fille de 16 ans qui arrive de nulle part avec une lettre d'un capitaine de garnison provinciale en disant qu'elle a des instructions de Dieu aurait dû, rationnellement, être expédiée en 5 minutes. Le fait qu'on délibère pendant 2 jours dit quelque chose sur l'état de désespoir de la cour. Quand on a essayé tout le reste, on écoute la fille aux voix. Charles décide de la tester avant même de la voir. Il se cache dans la foule des courtisans, habillés simplement, et envoie quelqu'un d'autre prendre sa place sur le siège principal. C'est un test classique pour l'époque. On vérifie si le prétendu visionnaire peut identifier le souverain sans aide. Jeanne entre dans la salle. Elle ignore le faux dauphin. Elle se dirige directement vers Charles, dissimulé dans la foule, et lui dit « Les formulations varient selon les sources, mais le fond est constant dans les témoignages. Qu'elle est envoyée par Dieu pour le secourir, lui, le fils du vrai roi de France. » Comment a-t-elle fait? Les explications rationalistes se bousculent. On lui avait décrit Charles à l'avance, ou un courtisan lui avait fait un signe discret, ou la réaction de la foule autour de lui avait trahi sa position. Peut-être, probablement même. Mais ce qui compte historiquement, ce n'est pas le mécanisme du tour, c'est son effet. Charles est ébranlé. Et un homme de cour qui joue la désinvolture depuis des années, qui a appris à ne rien laisser paraître, qui a survécu à sa propre mère qui l'a déclaré bâtard, cet homme-là est ébranlé par une adolescente de Lorraine qui pointe dans sa direction. Ce qui se dit entre eux seuls, dans l'entretien privé qui suit, est l'un des mystères les mieux gardés de l'histoire médiévale. Jeanne elle-même, interrogée à Rouen sur le contenu de cet échange, refuse de le divulguer. Elle dit seulement qu'elle lui a révélé un secret que lui seul pouvait connaître, un signe qui lui a prouvé qu'elle venait de Dieu. Les historiens ont supposé, et c'est une hypothèse raisonnable, bien qu'invérifiable, qu'elle lui aurait dit quelque chose en rapport avec le doute sur sa légitimité. Peut-être qu'elle lui a affirmé qu'il était bien le fils de Charles VI, bien le vrai roi. Ce que personne d'autre n'oserait lui dire directement. Ce que lui-même n'osait pas croire. Après cet entretien, Charles ordonne qu'elle soit soumise à un double examen. D'abord un examen théologique, à Poitiers, où une commission de clercs et de théologiens, dont plusieurs dominicains, l'ordre même qui gérera le procès de condamnation 2 ans plus tard, signe de l'ironie cruelle de cette histoire, va l'interroger pendant 3 semaines sur sa foi, ses mœurs, ses voies, sa doctrine. Ensuite, un examen physique, conduit par des femmes de la cour, pour vérifier qu'elle est bien vierge. Ce deuxième examen dit quelque chose de révélateur sur la logique médiévale de la sainteté féminine. Une femme pure peut être un vecteur de Dieu. Une femme qui ne l'est pas ne peut pas l'être. Sa virginité est une condition de sa crédibilité. Elle sera examinée plusieurs fois au cours de sa vie, à Poitiers, puis à Rouen avant le procès, par la duchesse de Bedford en personne. Elle est toujours déclarée vierge. Ce qui, soit dit en passant, démolit rétrospectivement plusieurs des accusations d'immoralité formulées pendant le procès de condamnation, mais la logique d'un procès politique n'a jamais eu besoin d'être cohérente. La commission de Poitiers rend un verdict prudent mais favorable. Elle n'a rien dit qui soit contraire à la foi. Elle semble sincère. On ne peut pas lui refuser l'aide qu'elle demande. C'est peu. C'est même d'une grande lâcheté intellectuelle, en fait, si on lit le texte du verdict avec un œil moderne. Mais c'est suffisant. Charles lui donne une armure, un cheval, une maison militaire, un étendard blanc brodé de lys et du nom de Jésus, et le commandement, officieux, jamais tout à fait officiel sur le papier, d'une expédition de secours pour Orléans. Elle a 17 ans. Elle n'a jamais tenu une lance. Et c'est là, dans ce vide entre la permission reçue et l'armée devant soi, que quelque chose d'extraordinaire se passe, et qu'on rate souvent dans les récits centrés sur le symbolisme de Jeanne. Elle apprend. En quelques semaines, elle absorbe suffisamment de ce qu'on lui montre pour fonctionner en contexte militaire, pas pour se battre comme un chevalier aguerri, pas pour conduire une stratégie de campagne sur une carte, mais pour incarner quelque chose que les chefs militaires autour d'elle ne peuvent pas incarner. Une certitude, une direction, une raison de bouger. Les chefs de l'armée royale, La Hire, Xaintrailles, Dunois qui commandent à Orléans, ne sont pas des idiots. Ce sont des soldats expérimentés, pragmatiques, qui ont vu des armées françaises se faire écraser à Azincourt 14 ans plus tôt, qui savent ce que valent les discours d'avant-bataille et ce que vaut une bonne position défensive. Ils ne suivent pas Jeanne parce qu'ils croient à ses voix. Certains d'entre eux, La Hire notamment, dont le sens de l'humour grinçant et bien documenté,
n'étaient probablement pas des hommes de foi profonde. Ils la suivent parce qu'elle fonctionne. Parce que depuis qu'elle est là, les soldats marchent différemment. Le moral, dans une armée médiévale, n'est pas une métaphore. C'est une variable tactique concrète. Une troupe qui croit qu'elle va gagner se bat différemment d'une troupe qui attend de perdre. Et Jeanne, sans avoir jamais lu un traité de psychologie militaire, fait quelque chose que les meilleurs commandants de l'histoire ont toujours su faire. Elle transforme la foi en énergie cinétique. Orléans. Le 29 avril 1429, elle entre dans la ville assiégée, de nuit, par la rive gauche, avec un convoi de ravitaillement et quelques centaines de soldats. La ville l'accueille avec des torches. Les chroniques disent que les gens se pressaient si fort pour la toucher, pour approcher sa monture, que l'un des flambeaux mit le feu à sa bannière et qu'elle dut manœuvrer pour l'éteindre. Cela se passe dans les rues d'une ville qui est assiégée depuis 6 mois. Une ville qui sait que si le ravitaillement et les renforts s'arrêtent, elle tombe. Ces gens-là n'accueillent pas un symbole. Ils accueillent la possibilité concrète de survivre. Ce qui se passe sur le plan militaire pendant les 9 jours suivants a été analysé, disséqué, contesté par des historiens militaires depuis des siècles. Et la vérité est que les avis divergent encore sur le rôle exact de Jeanne dans les décisions tactiques. Ce qui est sûr, parce que ça ressort de façon cohérente des chroniques contemporaines, des rapports militaires et des témoignages du procès en nullité, c'est ceci. Elle ne reste pas en arrière. Elle est là où les combats sont les plus intenses. Au bastion des Augustins, elle est blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète pendant l'assaut du 6 mai. Elle sort du combat, elle pleure, là encore pas de façon dramatique, juste de la douleur et de l'épuisement, et elle revient. Elle revient avant la fin de la journée, avant que la position soit prise. Le lendemain, c'est les Tourelles, la forteresse qui contrôle le pont sur la Loire et qui est le point central du dispositif anglais. L'assaut commence tôt le matin. Il est long, brutal, coûteux. Les Anglais résistent sur des positions défensives solides. À un moment dans l'après-midi, une flèche, certaines sources disent une lance, les détails varient, l'atteint à l'épaule, entre le cou et la poitrine. Elle tombe. Elle est tirée à l'abri. On veut lui enlever sa partie d'armure pour soigner la blessure. Et là, elle pleure. Pas à cause de la douleur, dit Dunois dans sa déposition au procès en nullité, à cause de la peur. Elle a peur. C'est le moment humain de toute cette histoire. La fille aux voix, l'envoyé de Dieu, l'étendard blanc. Elle a peur d'une blessure dans une bataille, comme n'importe quel soldat. Pendant quelques minutes, entre la flèche et la reprise des combats, c'est juste une adolescente blessée qui a peur. Et puis elle se relève. Elle remonte à cheval. Et les tourelles tombent ce soir-là. Le siège d'Orléans est levé le 8 mai 1429, 9 jours après son entrée dans la ville. Mais, et c'est ici que le fil de l'histoire se complique vraiment, que les deux timelines dont il faut suivre le cours simultanément commencent à diverger dangereusement. Pendant que Jeanne gagne des batailles dans la Loire, à Paris et à Rouen, d'autres hommes prennent des décisions qui vont tracer autour d'elle un cercle de plus en plus étroit. Ces hommes ne portent pas d'armure. Ils portent des robes de théologiens, des habits d'évêques, des insignes diplomatiques. Et ils ont compris quelque chose que la cour de Chinon n'a pas encore pleinement mesuré. Jeanne, telle qu'elle existe, est une menace autant qu'un outil. Pierre Cochon. Il faut s'arrêter sur lui, parce qu'on a souvent tendance à en faire un monstre monolithique, le grand méchant du procès de Rouen, l'évêque corrompu au service des Anglais. La réalité est à la fois plus simple et plus intéressante. Cochon est un homme brillant, un canoniste de formation, docteur en théologie de l'Université de Paris, ancien recteur de cette même université, évêque de Beauvais depuis 1420. Il est farouchement pro-bourguignon, dans un conflit où les choix politiques sont rarement clairs et toujours coûteux. Quand la ville de Beauvais, son évêché, passe sous contrôle armagnac en 1429, en grande partie grâce au succès militaire de Jeanne, il perd sa chaire épiscopale. Il est réfugié, déplacé, en colère, dépendant des faveurs anglaises pour sa survie politique. Ce n'est pas un monstre. C'est un homme qui a perdu quelque chose d'important et qui en rend quelqu'un responsable. Et il a les outils intellectuels, les relations ecclésiastiques et la motivation personnelle pour faire payer cette facture.
Il commence à travailler sur le dossier juridique de Jeanne dès sa capture, en mai 1430. On m'arrive à ce moment, patience. Mais sa préparation mentale, son architecture de l'accusation, commence bien avant. Depuis Orléans, depuis les Tourelles, depuis le sacre de Reims en juillet 1429, il regarde ce que Jeanne fait et ce qu'elle dit, et il repère les fissures. Les endroits où sa piété ostensible peut être retournée contre elle. Les endroits où sa certitude peut être lue comme de l'orgueil. Les endroits où ses voix, qu'elle refuse de soumettre entièrement à l'autorité de l'Église, peuvent être qualifiées d'obstination hérétique. Parce que c'est là le nœud théologique de toute l'affaire, le point technique sur lequel tout va se jouer. Jeanne dit que ces voix viennent de Dieu. Les théologiens de Poitiers l'ont accepté, prudemment. Mais une doctrine fondamentale de l'ecclésiologie médiévale dit que toute révélation privée doit être soumise au jugement de l'Église pour être validée. Pas de Dieu directement aux individus sans passer par l'institution. L'Église est l'intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes, et quiconque prétend avoir accès direct à la volonté divine sans validation ecclésiastique court le risque d'être qualifié de sectaire, d'hérétique, d'agent du démon, parce que le diable aussi peut se déguiser en saint, et c'est précisément le rôle de l'Église de faire la distinction. Jeanne, à Rouen, sera coincée sur ce point avec une précision chirurgicale. On lui demandera à plusieurs reprises si elle se soumet au jugement de l'Église militante, l'Église en tant qu'institution terrestre, pour valider ses révélations. Et elle répondra, avec une constance qui exaspère visiblement ses interrogateurs, qu'elle se soumet à Dieu et à ses saints, et que si l'Église dit quelque chose de contraire à ce que Dieu lui commande, elle suivra Dieu. C'est théologiquement explosif. Ce n'est pas une position inouïe dans l'histoire chrétienne. Des mystiques et des théologiens réformateurs ont dit des choses analogues, mais dans le contexte d'un procès politique conduit par des hommes qui ont besoin d'un verdict précis, c'est exactement la réponse qui permet de construire l'accusation d'hérésie. Mais on anticipe. Entre Orléans et Rouen, il y a le sacre. Et le sacre, c'est le moment où Jeanne gagne. Vraiment. Complètement. Reims, le 17 juillet 1429. 79 jours après l'entrée d'Orléans. Charles, dauphin de France depuis qu'il est en âge de comprendre ce mot, roi sans couronne, roi dont la propre mère a nié la légitimité dans un traité international, ce Charles-là est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims, avec le saint crème que la tradition dit venu du ciel pour le baptême de Clovis, avec l'onction qui, dans la théologie royale française, transforme un homme en lieutenant de Dieu sur terre. Et Jeanne est là, à côté de lui, son étendard blanc à la main. On lui demandera à Rouen pourquoi elle avait son étendard au sacre. Elle répondra, et cette réponse est l'une des plus belles qu'elle donne pendant tout le procès, celle qui dit le mieux qui elle est, qu'il avait été à la peine, et qu'il était juste qu'il soit à l'honneur. Il avait été à la peine. L'étendard, pas elle. L'étendard à la peine, et à l'honneur. Il y a dans cette formulation une discrétion et une grandeur qui ne s'inventent pas. C'est son apogée. Et elle le sait, peut-être. Parce que dans les semaines qui suivent le sacre, quelque chose change dans ses propres déclarations. Elle dit à plusieurs reprises, à différents interlocuteurs, que ses voix lui ont annoncé qu'elle serait capturée avant la Saint-Jean. Elle dit qu'elle préférerait retourner à Domrémy, filer, garder les animaux. Elle dit qu'elle a peur. Ce n'est pas dans les grands récits de Jeanne, cette fragilité post-sacre. Ce n'est pas ce qu'on met sur les affiches et les statues équestres. Mais c'est là, dans les sources, et ça mérite qu'on s'y arrête. Après Reims, la situation militaire se complique. Charles commence à négocier avec Philippe de Bourgogne, cherchant une trêve diplomatique que Jeanne juge prématurée et dangereuse. L'attaque sur Paris en septembre 1429 est un échec. Jeanne est blessée à la cuisse par une arbalète pendant l'assaut de la porte Saint-Honoré. L'assaut lui-même est mal coordonné. Et Charles ordonne le repli contre son avis explicite. C'est la première grande défaite, et elle est significative parce qu'elle révèle une tension qui était latente depuis le début. Jeanne et Charles ne veulent pas tout à fait la même chose. Elle veut la guerre jusqu'à la victoire complète, lui veut la couronne, et il l'a désormais. Le reste est négociable. Les mois d'hiver 1429 à 1430 sont mous, indécis, militairement peu concluants.
Jeanne fait quelques expéditions, capture quelques places, mais l'élan d'Orléans s'est dissipé, et avec lui une partie de l'auréole d'invincibilité qui avait rendu son ascension possible. Elle est toujours là, toujours active, toujours à cheval, mais la cour commence à la regarder différemment, comme un outil qui a servi et dont on ne sait plus très bien quoi faire. Le 23 mai 1430, pendant une sortie depuis Compiègne, une ville que les armées royales tentent de tenir contre les Bourguignons, Jeanne est capturée. Les détails de la capture sont contestés, et les polémiques historiographiques à leur sujet ont duré des siècles. Ce qui est sûr, elle était en arrière-garde, couvrant le repli de ses troupes vers les portes de la ville, et le pont-levis de Compiègne fut relevé avant qu'elle soit rentrée. Par accident, par panique, par trahison délibérée, les sources divergent et aucune conclusion certaine ne peut être tirée. Elle est tirée de son cheval par un archer bourguignon. Capturée. Et à partir de ce moment, elle est une marchandise. Jean de Luxembourg, le seigneur bourguignon qui la détient, la vend aux Anglais pour 10 000 livres au tournoi. La somme est fabuleuse, c'est la rançon d'un prince. Ça dit ce qu'elle vaut, ce qu'elle représente. Les Anglais paient sans hésiter. Ils la veulent vivante, pas morte. Ils ont besoin d'elle vivante parce qu'un cadavre de prisonnière de guerre ne sert à rien. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, c'est un verdict. Un verdict qui dira que la victoire d'Orléans n'était pas un miracle de Dieu, mais une manipulation du diable. Un verdict qui détruira, rétrospectivement, la légitimité du sacre de Reims, qui cassera le roi que Jeanne a fait. Et c'est là qu'entre en scène Pierre Cochon, avec son dossier préparé, son tribunal ad hoc, sa juridiction contestable mais suffisamment construite pour fonctionner, et la machine judiciaire la plus sophistiquée que le XVe siècle sache produire. Le procès commence à Rouen le 9 janvier 1431. Elle est détenue dans la tour du château de Rouen, dans une cellule où elle est enchaînée la nuit, gardée par des soldats anglais, 5 d'entre eux, dont 3 qui dorment dans la même pièce qu'elle. Cette dernière information, des hommes armés dormant dans sa cellule, mais pas un détail anodin dans le contexte d'un procès qui, sur certains chefs d'accusation, va tenter de remettre en cause ses mœurs et sa vertu. Elle le signale elle-même. Elle demande à plusieurs reprises à être transférée dans une prison ecclésiastique, gardée par des femmes, comme la procédure canonique l'exigeait normalement pour les accusés d'hérésie. La demande est systématiquement refusée. Le droit canon est pratique quand il sert l'accusation, négociable quand il la gêne. Il y a 70 articles d'accusation dans la version initiale du procès. 70. Ils seront réduits à 12 dans la version finale, soumise aux experts théologiques, les articles les plus faibles ou les plus manifestement abusifs étant éliminés en cours de route, ce qui est en soi révélateur de la solidité des 70 originaux. Elle est accusée de nombreuses choses. De porter des habits d'homme, ce qui viole les prescriptions du Deutéronome, d'invoquer des esprits qu'elle refuse de soumettre au discernement de l'Église, d'avoir prétendu avoir une certitude sur son propre salut que seul Dieu peut connaître, de s'être échappé, ou tenter de s'échapper, de sa prison à Beaurevoir en sautant de la tour, une tentative qui est lue comme un acte de désespoir ou de foi mal placée, selon l'angle qu'on choisit, et de continuer à porter des habits d'homme malgré les injonctions répétées du tribunal. Ce dernier point va devenir l'axe central de tout ce qui suit. Les sessions du procès se tiennent en public, avec un public de clercs et d'assesseurs dans la chapelle royale du château, puis dans d'autres salles. Jeanne est seule face à eux. Elle n'a pas d'avocat. La procédure inquisitoriale n'en prévoit pas. Elle n'a pas de conseiller. Elle est seule, enchaînée la nuit dans sa cellule, interrogée le jour, sans préparation possible, face à des professionnels du droit canon et de la théologie qui ont passé des décennies à maîtriser précisément les arguments qu'ils retournent contre elle. Et pourtant, les transcriptions du procès, qui ont été conservées dans leur quasi-intégralité, ce qui est exceptionnel pour l'époque, montrent quelque chose d'extraordinaire. Elles montrent quelqu'un qui tient, qui esquive les pièges avec une intelligence dont on ne sait pas encore comment l'expliquer complètement, qui répond aux questions les plus retorses avec une précision qui laisse parfois les interrogateurs sans riposte immédiate. Quand on lui demande si elle est en état de grâce, une question piège parfaite, parce que si elle dit oui, elle revendique une certitude sur son salut que seul Dieu peut avoir, et si elle dit non, elle admet être en état de péché, elle répond « Si je n'y suis pas,
Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y garde. Les théologiens présents, selon des témoignages recueillis plus tard, restent silencieux un moment après cette réponse. Ce n'est pas la réponse d'une idiote manipulée par des adultes autour d'elle, c'est la réponse de quelqu'un qui a compris la structure du piège et qui l'a désamorcée en une phrase. Elle tient. Pendant des semaines, elle tient. Mais il faut comprendre ce que tenir signifie concrètement dans ce contexte, parce que le mot est trop simple pour ce qu'il recouvre. Elle est interrogée en session publique à de nombreuses reprises entre février et mai 1431. Elle est aussi interrogée dans sa cellule, informellement, à des heures où elle est épuisée, malade parfois. Elle tombe sérieusement malade en avril, au point que Cochon envoie des médecins, non par compassion, mais parce qu'une accusée morte en cellule avant le verdict serait un désastre juridique et politique. Ces interrogatoires de cellules ne sont pas tous consignés dans les procès-verbaux officiels avec le même soin que les sessions formelles. Certains témoins du procès en nullité mentionneront plus tard la présence de Claire cachée derrière une tenture dans sa cellule, chargée de noter ses paroles quand elle pensait n'être entendue que de ses visiteurs. Ce n'est pas certain, c'est une affirmation de seconde main. Mais l'architecture générale de surveillance et d'épuisement délibéré est, elle, solidement documentée. Et dans les sessions publiques, elle continue à donner des réponses qui désarçonnent. On lui demande si Sainte Marguerite parle anglais. Elle répond « Pourquoi parlerait-elle anglais, puisqu'elle n'est pas du parti anglais ?» Cette réponse est drôle, vraiment drôle, avec une ironie sèche qui tranche sur tout le reste. On lui demande si elle pense que Dieu hait les Anglais. Elle répond qu'elle ne sait pas si Dieu aime ou hait les Anglais, mais qu'elle sait que s'il quitte la France, ce sera mieux pour tout le monde. Ces formulations ne sont pas celles de quelqu'un qui cède sous la pression. Ce sont celles de quelqu'un qui a décidé de ne pas changer de registre, quoi qu'il arrive. Mais la machine, elle, ne s'arrête pas. Et elle est mieux armée que n'importe quelle intelligence individuelle, parce qu'elle fonctionne à l'usure. Une institution qui a des siècles de pratique dans la production de verdicts politiquement nécessaires ne t'affronte pas frontalement. Elle t'entoure, elle t'isole, elle t'épuise, elle te prive de sommeil et de repos, elle te prive de la communion et des sacrements dont tu as besoin spirituellement pour tenir. Elle fait jouer des émissaires qui te parlent doucement de l'enfer qui t'attend. Elle fait revenir chaque jour la même question, sous une forme légèrement différente, jusqu'à ce que la frontière entre ce que tu crois et ce que tu as dit devienne floue. Pas de torture physique dans le cas de Jeanne, ou en tout cas, rien que les procès-verbaux consignent, et le procès en nullité n'en retrouvera pas de preuves formelles, bien que la question ait été posée lors des auditions. Mais la torture mentale systémique, elle, est là, dans chaque session, dans chaque nuit enchaînée. Le 24 mai 1431, on l'amène au cimetière de Saint-Ouen pour lui lire sa sentence finale. C'est une mise en scène élaborée. Des gradins, un public, des autorités civiles et religieuses, toute la pompe d'une condamnation solennelle. On lui lit les chefs retenus contre elle. On lui dit qu'elle va être livrée à la justice séculière, ce qui signifie le bûcher, parce que l'Église ne peut pas elle-même exécuter, elle abandonne le condamné aux autorités civiles qui, elles, brûlent. C'est une hypocrisie institutionnelle codifiée dans le droit canon, mais codifiée quand même. Et là, Jeanne signe une abjuration. Ce moment est peut-être le plus controversé de toute sa vie, et c'est normal, parce qu'il est le plus difficile à tenir en main sans le laisser glisser vers une interprétation ou une autre. Une abjuration, c'est une rétractation publique et formelle. Elle reconnaît avoir erré, elle promet de ne plus porter d'habit d'homme. Elle se soumet au jugement de l'Église. Cochon commue la peine de mort en prison à vie. Le texte qu'elle signe, parce qu'elle ne sait pas écrire, elle fait une croix, et cette marque est apposée sur un document qu'on lui a lu à voix haute, selon elle, dans une version courte, qui n'était pas le texte complet soumis aux témoins. Ce texte est une pièce que les historiens ont examinée sous toutes ses coutures depuis des siècles. Plusieurs témoins du procès en nullité affirmeront que le document long, celui qui est entré dans les archives, n'est pas celui qu'on lui a lu. Que la version lue était brève, 6 lignes environ, et que le texte consigné dans les actes officiels est beaucoup plus long et plus détaillé. Est-ce vrai? C'est ce que disent les témoins sous serment, 20 ans après. Impossible de trancher avec certitude, mais l'accusation de substitution de documents dans les actes d'un procès de l'Inquisition n'est pas une invention du romantisme. Ce genre de manipulation s'est produit.
Ce qui est sûr, c'est ce qui arrive ensuite. 3 jours après l'abjuration, Jeanne reprend les habits d'homme. Et c'est cet acte-là, pas les voix, pas Orléans, pas le sacre, qui déclenche le bûcher. Pourquoi les habits d'homme ? Les interprétations divergent et ici, honnêtement, les sources ne permettent pas de répondre avec une certitude absolue. Elle dira au juge qui reviennent la voir dans sa cellule que Dieu lui a fait savoir par ses voix que c'était une grande pitié d'avoir abjuré pour sauver sa vie. Elle dira aussi, et ce détail est présent dans plusieurs dépositions indépendantes du procès en nullité, qu'elle avait repris les habits d'homme parce que les soldats anglais qui gardaient sa cellule l'avaient harcelée et que les habits d'homme lui offraient une protection pratique, les liens qui les fermaient étant plus difficiles à défaire que ceux d'une robe. Les deux motivations ne sont pas incompatibles. La foi et la peur du viol peuvent coexister dans le même corps au même moment. Ce qu'elle dit au juge ce jour-là sur ses voix, qu'elles lui ont dit que sa rétractation était un grand mal, qu'elle avait damné son âme pour sauver sa vie, est techniquement la définition d'une relapse. Une hérétique qui avait abjuré et qui retombe dans ses erreurs. Pour une relapse, il n'y a pas de deuxième abjuration possible. C'est la règle. Cochon le sait. Il l'a toujours su. Et certains historiens ont soutenu, de façon convaincante, que la gestion des jours entre l'abjuration et la relapse n'est pas un accident, mais une séquence délibérément construite pour produire exactement ce résultat. Qu'il fallait une relapse pour le bûcher, et que les conditions de détention dans ces 3 jours ont été aménagées pour la produire. C'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse sérieuse. Le 29 mai 1431, le tribunal déclare Jeanne relapse. Le 30 mai, elle brûle. Ce qu'on brûle ce matin-là sur la place du Vieux Marché, c'est aussi un problème juridique et politique que les Anglais ne savent pas comment résoudre autrement. Parce que tant qu'elle est vivante, elle est un symbole inverse de ce qu'ils veulent qu'elle soit. Emprisonnée, elle peut encore parler, elle peut encore envoyer des lettres, elle peut encore inspirer. Le feu est la seule solution qui leur paraisse totale, et même le feu, comme on l'a vu, n'est pas totalement suffisant, puisqu'il brûle le corps 3 fois et jette les cendres dans la Seine. Et maintenant, il faut suivre le deuxième fil, celui qui court depuis 1431 vers 1456 et au-delà, parce que ce qui se passe après la mort de Jeanne est aussi fascinant et aussi révélateur que ce qui s'est passé avant. Charles VII, le roi que Jeanne a fait, le dauphin qu'elle a convaincu à Chinon, l'homme sacré à Reims grâce à elle, ne fait rien pour elle pendant sa captivité. Rien. Pas de négociation de rançon, pas de pression diplomatique, pas de tentative d'échange de prisonniers. Rien. Elle est à Rouen pendant des mois, et lui est roi de France, et il ne bouge pas. Les historiens ont longtemps cherché des explications à cette passivité. Ils ne pouvaient pas. Les Anglais n'auraient jamais accepté de la libérer. Une tentative de négociation aurait été politiquement coûteuse. Peut-être. Mais peut-être est insuffisant pour absoudre un roi du silence, pendant qu'on brûle celle qui lui a rendu son trône. Ce qu'on sait, c'est que Charles VII n'engage le processus de révision du procès qu'en 1450, 19 ans après l'exécution, et seulement après que Rouen et la Normandie sont retournés sous contrôle français. C'est-à-dire seulement quand le processus de révision devient politiquement utile pour lui. La révision du procès de Jeanne, c'est aussi la révision de la légitimité du sacre de Reims. Invalider le verdict de Rouen, c'est invalider rétrospectivement le cadre juridique et théologique dans lequel les Anglais avaient prétendu que Charles était un roi hérétique couronné par une sorcière. C'est de la politique. C'est aussi de la justice. Les deux ne s'excluent pas, mais il faut voir les deux en même temps. Le procès en nullité, la procédure officielle de révision, commence formellement en 1455, sous l'impulsion du pape Calixte III, et son instruction prend des mois. Des dizaines de témoins sont entendus, des gens qui l'avaient connue à Domrémy, des soldats qui avaient combattu avec elle, des clercs qui avaient assisté au procès de Rouen, des témoins oculaires du bûcher. Ces dépositions sont conservées. Elles forment un corpus de témoignages humains d'une richesse exceptionnelle, parce que les gens qui parlent ont vécu avec elle, l'ont vu bouger, l'ont entendu rire, l'ont vu pleurer, l'ont vu mourir. Ce ne sont pas des hagiographes, ce sont des témoins. Et ce qu'ils disent, ensemble, dans leurs divergences et leurs convergences,
dessine une femme que les icônes du XIXe siècle ont ensuite aplatie et rigidifiée. Une femme qui aimait les chevaux et qui les soignait elle-même, qui pleurait pour les soldats morts des deux camps, qui confessait ses péchés plusieurs fois par semaine, pas par obligation mais par besoin, selon plusieurs témoins de Don Rémy et de son entourage militaire, qui se mettait en colère quand on pillait les civils, qui n'aimait pas voir le sang et qui pourtant revenait au combat blessé, qui était capable d'humour, cet humour sec, précis, presque cassant, qu'on retrouve dans ses réponses au procès, qui, le soir avant une bataille importante, ne dormait pas bien et le disait. Le 7 juillet 1456, le tribunal de révision prononce la nullité du procès de 1431. Tous les chefs d'accusation sont cassés. Le verdict de Rouen est déclaré nul, injuste, entaché d'erreurs de droit et de fait, obtenu par la fraude, la violence et l'iniquité. Jeanne est réhabilitée. Sa mère Isabelle Romet, qui a survécu à sa fille de 25 ans et qui a mené une part de la campagne pour la révision avec une ténacité que les documents de l'époque décrivent comme inflexible, est là pour entendre le verdict. Elle a alors entre 70 et 80 ans, selon les estimations. Son âge exact n'est pas connu. Elle a survécu à ça. Elle a vécu avec ça pendant 25 ans, et elle est là le jour où on dit que sa fille n'était pas une hérétique. On ne sait pas ce qu'elle a dit ce jour-là. Les sources ne le conservent pas. Et ce silence-là, dans toute cette histoire de mots, de procès-verbaux, de transcriptions et de dépositions sous serment, ce silence-là est peut-être la chose la plus humaine de tout le récit. La réhabilitation de 1456 est une reconnaissance juridique. Ce n'est pas encore une canonisation. Entre les deux, il y a 4 siècles et demi de transformation de l'image de Jeanne. Transformations qui disent autant sur ceux qui l'utilisent que sur elle. Elle devient une héroïne nationaliste sous la Révolution française, récupérée par des gens qui auraient brûlé la croix qu'elle portait dans ses flammes. Elle devient une icône royaliste sous la Restauration. Elle est récupérée par la droite catholique, puis par la gauche républicaine, parfois simultanément. Jules Michelet, qui écrit sur elle avec un lyrisme presque mystique dans les années 1840, est un républicain anticlérical qui aimait Jeanne parce qu'elle était du peuple et qui refusait de voir dans sa vie autre chose que la grandeur française. L'Église et la République se disputent son image pendant tout le XIXe siècle, chaque camp voulant qu'elle soit la sienne. La cause de béatification s'ouvre officiellement en 1869. 51 ans de procédure. Elle est béatifiée le 18 avril 1909 par Pie X. Et le 16 mai 1920, presque 500 ans après sa mort, Benoît XV la canonise solennellement à Rome. La même Église, le même système. Celui dont les procédures, les catégories juridiques et les instruments doctrinaux avaient construit le procès de Rouen. L'institution qui avait déclaré ses voies diaboliques déclare maintenant sa vie sainte. L'institution qui avait lu ses habits d'homme comme une transgression hérétique l'inscrit maintenant dans le martyrologe. Il y a dans ce retournement quelque chose qui dépasse la simple ironie institutionnelle. Il y a une mécanique du temps et du pouvoir qui s'y révèle entièrement nue. Parce qu'en 1431, Jeanne était un problème. En 1920, elle était une ressource. Rien dans les faits de sa vie n'avait changé entre les deux dates. Les faits étaient les mêmes, les transcriptions étaient les mêmes, les témoignages étaient les mêmes. Ce qui avait changé, c'est ce dont l'Église avait besoin. En 1431, elle avait besoin d'un verdict politique. En 1920, après la Première Guerre mondiale qui avait déchiré la France catholique et laïque ensemble dans les tranchées, après un siècle de conflit entre l'Église et la République française, après la loi de séparation de 1905, en 1920, l'Église avait besoin d'une réconciliation symbolique avec la France. Et Jeanne, que la République vénérait et que l'Église voulait sanctifier, était le terrain de cette réconciliation. Elle est canonisée et simultanément déclarée patronne secondaire de la France. Elle a servi une fois à faire un roi. Elle a servi une deuxième fois à réconcilier une nation avec son Église. Les morts et les absents sont de bons instruments. Ils ne protestent pas. Mais, et c'est ici qu'il faut revenir à Rouen, revenir à ce matin du 30 mai, revenir aux cendres dans la Seine. Ce qu'on ne peut pas instrumentaliser entièrement, c'est ce que les sources montrent d'elle. Pas l'icône, pas le symbole, pas la patronne de la France.
La voix dans les transcriptions du procès. La femme qui demande une croix. La fille qui a peur avant les tourelles et qui revient quand même. Celle qui dit, à ses juges, que son étendard avait été à la peine et qu'il était juste qu'il soit à l'honneur. Il y a une dernière chose à dire, et elle est difficile à formuler sans tomber dans exactement le genre de rhétorique qu'on voudrait éviter. Alors on va la dire simplement, comme les faits qu'on a suivis depuis le début. Le procès de Rouen a produit un document, un procès verbal. Des centaines de pages de questions et de réponses, consignées par des greffiers sous serment, dans le latin des clercs et parfois directement en moyen français quand le greffier voulait saisir la formulation exacte. Ce document existe, il est aux archives. Des historiens l'ont édité, traduit, annoté, scruté. Et dans ce document, il y a une voix. Une seule voix, face à tout le reste. Elle répond, elle contre-attaque, elle esquive, elle cède parfois et reprend. Elle rit une fois, sèchement, devant une question absurde. Elle pleure, dit-on, quand on lui refuse la communion. Ce document, ce procès construit pour la détruire, est aujourd'hui la meilleure source qu'on ait sur ce qu'elle était. L'instrument de sa condamnation est devenu l'instrument de sa connaissance. Cochon voulait l'effacer. Il a produit le texte le plus détaillé qui existe sur elle. Voilà ce que ça coûte. Pas en symboles, en chiffres. 19 ans d'âge à sa mort, si la date de naissance de 1412 est retenue, et elle est approximative, les archives paroissiales ne conservent pas cette information avec certitude. 13 mois de captivité entre la capture à Compiègne en mai 1430 et l'exécution en mai 1431. 70 articles d'accusation dans l'acte initial, réduits à 12 dans la version finale, dont aucun ne sera retenu valide par le tribunal de révision. 10 000 livres tournois payés par les Anglais pour l'acheter aux Bourguignons. 5 assesseurs sur les 115 qui participèrent au procès de Rouen refusèrent de signer le verdict final. 5 sur 115. 25 ans entre l'exécution et la réhabilitation. 25 ans pendant lesquels Isabelle Romé a attendu. 489 ans entre la mort et la canonisation. 3 fois qu'on brûle le corps. 0 gramme de cendre retrouvé.